Eh, 5 trucs que tu ne verras jamais Harbi faire. Numéro un. Je suis désolé, hein, moi c'est pareil. T'as vu, on peut être marié, on peut être en couple, ce que tu veux. Mais on sort dehors, tu me tiens pas la main. Un peu de retenue, un peu de pudeur, un peu de hishma, un peu de honte. La vérité, c'est même pas question de ouais, c'est parce que tu l'aimes pas, ouais, c'est parce que je peux pas, je suis marocain. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Vous avez déjà vu de Harbi se tenir la main dehors? Non. Numéro 2. Les bisous devant les darons. Chez nous, ça existe pas. Tu peux pas embrasser ta femme devant tes parents. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Impossible. Numéro 3. Les soirées. Les soirées chez les rebeux, c'est interdit. C'est juste impossible. Tu peux pas aller voir ta daronne rebeu et lui dire maman, je vais en soirée. Ça existe pas. Numéro 4. Celle-là, c'est la pire. Imagine, demain tu parles à une fille, tu le dis à ton père. Non. Ça n'existe pas. C'est même pas imaginable. Ouais, papa, je parle à une fille. Oublie. Numéro 5. Celle-là, je sais pas si c'est que chez moi, c'est chez tout le monde. Mais t'as vu si t'as une play? Impossible que ton daron te voit jouer à la play. Ton daron, il te voit jouer à la play. T'as plus de play. Bah ouais, logique. T'as plus de play. Va réviser. Pourquoi tu joues à la play? Ouais, je refais une vidéo pas très facile à faire, je vais avoir du mal à me faire comprendre dans le contexte de mon travail. Imprévu en fait, parce que j'ai un camarade de discussion et de militance sur Twitter qui insiste depuis 2 ans sur une notion qui, pour moi, bah évidemment on est en désaccord, donc pour aller plus vite je vais dire que j'ai raison, hein, c'est normal, c'est moi qui parle, mais je vais expliquer mon point de vue. Pour moi, atteste d'un angle mort. Et je ne sais. Alors, il est possible que c'est un gars intelligent, hein. C'est un gars cultivé et intelligent, mais il est possible qu'il le fasse exprès. Et donc, je n'exclus pas que ce soit une astuce, une ruse politique. Il est décidé de marteler un slogan faux, mais en vue d'obtenir des résultats qu'on n'obtiendrait pas en disant la vérité. C'est tout à fait possible. Donc, je ne dis pas qu'il est idiot, je ne dis pas qu'il se trompe par naïveté ou par excès d'angélisme. Il est possible qu'il ait choisi on est que des ronds sur Twitter, on a quelques milliers d'abonnés maximum et on saute vite selon nos ennemis. Donc il est possible qu'il ait choisi de s'inscrire sur Twitter, de se mettre au service, je dirais presque modestement, de ce slogan en vue d'obtenir des résultats politiques. Donc je ne l'exclus pas. Mais moi, je fais pas de vues, donc je suis tranquille, et j'influence personne, donc je suis tranquille. Et surtout pour le dossier, son insistance et parfois il va intervenir ou publier sur des, on est assez éloigné au niveau canaux. Il s'occupe de l'islam que comme une boîte noire qui a un problème, mais il l'étudie pas. Donc on se croise pas très fréquemment, on fait un peu des spaces de temps en temps, on discute en space, mais il intervient parfois dans des zones où je peux apparaître comme ayant un assez fort désaccord, et donc des gens comme ça qui aiment bien s'enseigner, écouter les uns les autres, peuvent se dire qu'ils ont un choix à faire. Donc, déjà je voudrais insister, il n'y a pas de choix à faire parce que les solutions seront trouvées par les gouvernants, ça passe par des lois, par de la mitraillette. Alors premier point, il rajoute souvent culturel ou merde, j'ai oublié le mot, civilisationnel, en pensant amplifier. Or, c'est exactement l'inverse. Je pense qu'ils euphémisent en rajoutant civilisationnel ou culturel. Par exemple, cette idée de guerre civilisationnelle, le fait de rajouter civilisationnel, ça fait presque, comme tout le monde le sait, hein, on va pas se mentir, même si la Zemmouri a inventé grand remplacement, tout le monde a parfaitement compris, c'est juste une dispute sur les mots. Par la notion de guerre culturelle, de grand remplacement ou de guerre civilisationnelle, quand ils font ça, alors là c'est pas que lui, c'est d'autres, ils atténuent, enfin ils anesthésient les gens se rendent plus compte qu'il y a une guerre tout court qui est en train de se passer et elle est beaucoup moins subconsciente chez les masses que c'est raconté par ce type de paradigme qui va être présenté. Par exemple, j'ai un autre camarade qui est moins radical, enfin qui est moins précis sur cet aspect-là, qui lui condamne le multiculturalisme comme choix politique, mais le problème c'est qu'en combattant le multiculturalisme, ça donne l'impression que ce serait lui le problème. Or, le multiculturalisme, c'est rien dans cette histoire. On a un fléau qui appartient à la grande catégorie du multiculturalisme, mais le multiculturalisme ne donne pas l'idée du tout du fléau. C'est comme si vous disiez, un 38 tonnes, ça fait partie des moyens de transport, mais quand vous dites j'ai été écrasé par un 38 tonnes, on ne comprend pas la même chose que quand vous dites j'ai été écrasé par une trottinette. Trottinette et 38 tonnes sont des moyens de transport, appartiennent à la catégorie des moyens de transport. Et le fléau islam, présenté comme culture concurrente ou comme civilisation concurrente, autant dire que c'est l'autoriser et c'est le faire passer pour rien du tout, pour pas vraiment un problème.
Au pire, voilà, ça va fâcher quelques personnes parce que ça va changer leurs habitudes et leurs mœurs, et qu'il y a un conflit de mœurs. Mais du coup, l'islam apparaîtrait comme quelque chose qui serait normal pourvu que ce soit au sud. Voilà. Alors que non, c'est un fléau au sud, l'islam, et en 2100, il y aura 1 milliard de fillettes exterminées par l'islam. On n'a jamais vu de culture exterminer 1 milliard de fillettes, hein, pardon. Voilà. Donc déjà, ils pensent expliquer aux gens que le problème est grave, mais en fait, avec les adjectifs qu'ils ajoutent, ils font passer le message que c'est pas grave. Ils font tout simplement de l'argumentation visant à défendre le concept de grand remplacement, avec lequel tout le monde est d'accord. Donc comme les gens sont d'accord et ils entendent grand remplacement, ils sont d'accord, voilà. Alors après, les gauchos, ils font semblant ils apportent de la contradiction rhétorique et trollique. Et puis ceux qui sont d'accord, ils apportent le oui, t'as raison, et en plus, puis ils vont apporter des témoignages. Parfois les spaces virent même aux témoignages perso, mais sur des exemples, quoi. Mais en gros, voilà, ils se rendent pas compte que tout le monde est déjà d'accord. Voilà, ils se rendent pas compte que tout le monde a compris et que tout le monde est déjà d'accord avec l'aspect civilisationnel. Alors mon camarade, il insiste sur la notion de civilisation et d'identité culturelle et d'identité tout court, affective, familiale, environnementale. On a eu une clarification récente. Alors, est-ce qu'il a exagéré pour pouvoir créer l'opposition avec mon discours? Je ne sais pas, c'est une possibilité. Parfois, on exagère de manière... Voilà, on tire la couverture très fort dans l'autre sens juste pour obtenir un équilibre. C'est une possibilité. Mais il a dit, c'est que ça le problème. Voilà, il a dit les aspects de l'islam, le Coran, la Sunna, la textualité et la conceptualité abstraite émanant de cette orthodoxie, si vous voulez, ça compte très peu. C'est l'orthopraxie qui compte, et c'est surtout que cette orthopraxie accompagnerait, il précise pas si c'en est la cause ou la conséquence, une identité. Et il a... Là encore, je ne sais pas s'il le pense ou si il tire la couverture dans un sens pour fabriquer une opposition avec mon propos. On se croise peu, donc il se positionne pas par rapport à moi, mais je veux dire par rapport à un propos que je lui semblerais porter, disons d'une manière plus cash, puisque moi je caricature tout et je simplifie tout. C'est une possibilité, mais il a dit les musulmans, ça va des apostats aux intégristes, à Daesh. Il met les apostats dans les musulmans. C'est-à-dire que là, il commet une erreur terrible. C'est comme si on dit, il commet la même erreur que celle qui consisterait à dire qu'un juif c'est un adepte de la Torah, ou qu'un français c'est quelqu'un qui croit que Jésus est Dieu, ou que voilà. Et il dit, si c'est le cœur qui va dominer, il dit l'apostasie c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau, pas dans le cœur. Et il dit voilà, c'est comme si on vous disait que vous n'êtes pas français. Voilà, moi personnellement, si on me dit que je suis pas français, j'en ai strictement rien à branler, hein, en passant. Voilà, c'est pas mon problème d'être ou de ne pas être français. Je suis français, mais ce ne serait pas mon problème. Je me sens pas insulté si on me dit que je suis pas français. Je me dis bon, voilà quelqu'un qui se trompe. Et puis si j'estime que c'est pas une perte de temps de le détromper, je le détrompe. Et puis sinon, je le laisse même dans l'erreur parce que bon, voilà. Le problème, c'est qu'il rappelle que ça touche au cœur et que l'apostasie est une affaire entièrement de cœur. Et j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis en train de me déplacer. C'est vraiment, l'apostasie n'a pas grand-chose, n'a quasiment rien à voir avec un mécanisme se situant dans le cerveau. Parce que dans le cerveau, quasiment tous les musulmans sont quasi apostats déjà. Parce que sinon, on aurait les Daesh tout autour de nous, ce serait encore pire. C'est le cœur. Donc, je vais faire cette vidéo, je vais terminer en expliquant bien ce que c'est qu'un apostasie. Parce que justement, c'est dommage qu'il fasse ça, mais encore une fois, je le redis, il est peut-être pas stupide, c'est peut-être parce que il souhaite obtenir des conséquences politiques. Il souhaite marteler un slogan, l'habiller d'un style un peu j'ai travaillé, j'ai lu des bouquins, je suis un intello, ça c'est possible, et donc je martèle un slogan avec le poids de mon autorité intellectuelle, c'est possible, et ce serait noble, hein. Enfin je veux dire, ça il y a aucun mal à faire de la politique, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est pas en disant la vérité que et surtout une vérité nuancée, que vous faites de l'effet. Par contre, il dit c'est le cœur, c'est l'identité. Et justement, apostasier, c'est apostasier de ça. Personne, vous pouvez croiser tous les ex-musulmans que vous voulez, à part quelques cas isolés qui auront raté leur apostasie, ils vous le diront tous, on apostasie avec le cœur. On rejette, on condamne avec le cœur. C'est-à-dire que un apostat de l'islam, c'est réellement quelqu'un qui a une vision profondément aiguë de la toxicité et de la dangerosité à la fois de l'orthodoxie, enfin non d'ailleurs l'orthodoxie s'en tape, il trouve que c'est débile, de l'orthopraxie islamique, de la culture et de l'identité arabo-musulmane. Entre guillemets, si vous voulez, un apostat sait qu'il faut être poli et connaît un certain nombre de règles de respect, mais il n'y a pas plus raciste envers les arabo-musulmans qu'un apostat de l'islam.
vu tout ce qu'ils ont vécu, c'est un traumatisme. C'est comme si le seul rescapé d'une famille de 10 personnes déportées devait vous parler des nazis qu'ils ont croisés dans les camps, qui ont exterminé leur famille. Eh bien, l'apostat de l'islam, c'est comme ça qu'ils voient les arabo-musulmans. Même si, évidemment, il ne le dit pas, il raisonne, il verbalise, il structure, il classe. Et l'erreur que fait ce camarade, c'est que il présente, en tout cas dans sa verbalisation éventuellement sloganique, il présente l'apostat comme quelqu'un qui aurait juste cessé de croire que le Coran vient de Dieu, mais aurait gardé son islamité. Mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Le problème, justement, de l'islam, c'est que c'est une maladie. Officiellement, ça consiste à croire que le Coran vient de Dieu. Officieusement et dans l'intime, c'est avoir un problème avec le fait qu'on ne peut pas y croire tellement le Coran c'est une merde et tellement la charia c'est n'importe quoi, et donc qu'on est contraint et forcé de faire des efforts toute sa vie pour lutter contre le fait qu'on en doute. Et donc il n'y a pas de croyance en l'islam. Personne, enfin si vous voulez, du point de vue du cerveau, la quasi-totalité des gens, sauf des gens dans un état qu'on ne croise pas tous les jours, des daéchiens, des talibans, et encore, ils sont tous apostats de l'islam. Si on va dans ce sens, si vous voulez, il n'y a pas de musulmans. Tout le monde est apostat parce que croire que le Coran vient de Dieu, c'est pas possible. Le Coran est trop raté, trop merdique, et le cerveau et la nature humaine le perçoivent. Il n'y a pas de dévotion spontanée. Et donc il y a un énorme travail pour être musulman, et une énorme automutilation et mutilation externe, c'est-à-dire vous êtes mutilé par vos parents, pour faire rentrer, si vous voulez, quelque chose qui ne pourra jamais rentrer dans un organisme humain sans faire autrement que de le détruire, pour y faire rentrer l'islamité. Et cette islamité, une fois que vous en êtes captif, en particulier à cause de la peur de l'enfer principalement, et à cause de la peur de l'environnement, puisque tout le monde se surveille, et tout le monde se marque à la culotte en islam, vous avez cette gigantesque maladie, ce gigantesque cancer, qui cohabite avec une culture du moins 10 ans, ça on vivote, on peut pas vivre, donc on vivote, on espère des guerres pour s'oublier, et on a besoin d'égorger, voilà. C'est-à-dire on n'est pas du tout et on a besoin de violer, enfin bref, tout ce qui va avec l'anomalie islamique. Ce travail que le musulman fait en permanence, même parfois de façon subconsciente, est un effort pour ne pas c'est comme s'il se mettait des cotons-tiges, du coton dans le nez pour ne plus avoir le sens de l'odorat, pour ne plus sentir ses propres horreurs de pisse. D'où leur complexe, d'où leur hyper-violence, parce que il suffit de retirer un peu de coton du nez, je pue, je suis putride. D'où ce besoin aussi de dire que toute la création divine de l'univers est merdique à côté d'Allah, qui serait... Vous voyez, il y a tout un mécanisme dans l'islamité qui est psychiatrique, qui n'est pas dogmatique. Apostasier, c'est se retirer les cotons du nez, sentir les odeurs de vomi et de merde qui émanent de soi-même, et prendre 150 douches. Ça continue de puer, alors on va se passer du papier spécial sur la peau, de l'exfoliant, c'est un exorcisme, une espèce d'épilation, de super épilation, on s'arrache la peau, on s'arrache l'islamité, on se décontamine de toute islamité, c'est ça apostasier. Vous êtes du coup, et heureusement, entre guillemets heureusement, sur le plan psychiatrique, je dis heureusement parce que sur le plan psychiatrique c'est un peu plus clair, je dis pas que c'est mieux mais c'est un peu plus clair, votre environnement le vit de la manière exactement inverse et veut vous tuer. Va déchirer le livret de famille, va essayer de vous tuer, vous allez devoir partir, changer de nom, partir habiter à 500 km, vous risquez l'égorgement si on vous retrouve, etc. Alors je parle pas du cas spécial des convertis, hein. Là pour l'instant je suis vraiment en traitant le sujet contraire. L'apostasie c'est que du cœur et c'est un électrochoc cardiaque complet. Sinon c'est des fausses apostasies. Alors il y a des gens qui n'ont jamais été musulmans, alors ils se présentent comme apostats alors ça n'a jamais pris sur eux. Et donc ça peut prendre. Mais ça n'a rien à voir avec un apostat qui rechute. C'est juste des gens qui, n'ayant pas eu à vomir, ont encore les trucs dans l'estomac. Et donc ça peut déclencher éventuellement soit une diarrhée, soit des complications intestinales s'il ne le chie jamais le morceau. Voilà, l'islamité, c'est une maladie gravissime, et c'est un handicap mental qui vous bloque des tas de neurones, qui vous bloque des tas de parties de votre organisme. C'est trivial de reconnaître que le Coran ne vient pas de Dieu. C'est pas ça l'apostasie. Et mon camarade présente l'apostasie comme un truc qui serait ça. Et donc comme des gens qui mangeraient du porc comme ça devant leur webcam en disant voilà j'ai apostasé. Non, pas du tout, c'est un processus qui n'est pas celui-là. C'est imaginons, je vais prendre voilà. À l'âge de 8 ans, vous êtes encore petit, vous apprenez que votre père est un pédophile monstrueux, c'est pire que Fourniret, il a monté tout un réseau, il a violé des centaines et des centaines d'enfants sans jamais se faire prendre, mais il le dit un peu dans la famille, etc. Vous voyez. Donc vous avez un père qui est un monstre absolu. Mais c'est votre père. Voilà. Et
vous allez être, le musulman c'est un peu ça, son environnement, c'est à la fois des gens qu'il aime, mais qui sont contaminés à l'islamité. Donc lui-même il y est, donc ça va, tout va bien. Et puis au moment où se posent les problématiques d'apostasie et de se débarrasser de l'islamité, c'est un peu comme le gars, il dit, voilà, j'ai maintenant 18 ans, je sais que mon père, que je continue d'aimer, qui m'a jamais rien fait, qui a un amour à la maison, il fait toutes ces monstruosités à l'extérieur, j'ai un problème. Et là vous allez devoir faire des choix. Et vous avez des gens, une partie des gens, je ne connais pas le pourcentage, qui vont réussir à faire une croix totale, mais je dis bien totale, sur leur père, en disant non, je ne peux pas vivre avec un père pareil, même si c'est pas moi que ça a touché. C'est plus mon père, hein, c'est mon père biologique, mais même s'il meurt, ça va rien me faire, etc. Et qui vont vraiment le faire. Ils vont vraiment vont dire voilà, non, je ne peux pas cautionner ça, et mon affectif, je vais devoir travailler dessus. Et c'est un processus que quand on ne l'a pas vécu, on ne le connaît pas. Moi, il se trouve que j'ai la chance de l'avoir vécu, pas avec l'islam, mais il se trouve que j'ai la chance d'avoir dû rejeter. C'est un processus totalement affectif. Il n'y a pas, voilà, pour aider les gens à apostasier, nous on arrive, on va pas travailler leur cœur, il n'y a même pas les mots. Donc nous on arrive en disant le Coran c'est de la merde, pour les aider à verbaliser, mais on sait qu'ils le savent. C'est le truc que beaucoup de gens de l'extérieur ne comprennent pas. On sait qu'ils le savent, on sait qu'ils ont honte de l'islam. On sait que porter l'islam c'est un fardeau. Et donc, et que culturellement c'est l'entraide culturelle qui permet de mutualiser la honte et de la collectiviser. Ils payent un impôt collectif à l'islam en s'entraidant à supporter d'être musulmans. Mais c'est très simple. Et de temps en temps, ils font une petite psychanalyse qui dure 3 minutes et ils ont le vertige, ils reviennent, etc. Et l'apostasie, ça constitue justement, c'est un moment terrible où vous allez devoir vous libérer de la terreur, en vous libérant de cette terreur, analyser ce qui vous terrorise, le vomir, et le vomir affectivement. Et une fois, et si vous réussissez à faire tout ça, vous aurez apostasié et vous serez, quand on guérit d'une maladie extrêmement grave, on en connaît les dangers, on essaye d'aider les autres, etc. Blablabla. Enfin après, la vie est banale. Enfin, on redevient un être humain, mais surtout beaucoup plus accompli que quelqu'un qui n'a rien vécu du tout, voilà, et qui est enfermé dans ses endoctrinements, parce que vous avez du tout analysé, y compris vos peurs de brûler vif pendant des milliers d'années après la mort. Et non seulement vous avez dû dire ce n'est plus mon père, je ne verserai pas une larme à son enterrement, et avec le temps vous allez arriver à ce que ça devienne une réalité. C'est un étranger monstrueux, cet individu, voilà, et pourtant il a été gentil avec moi. De temps en temps vous avez des petites résurgences et tout, mais en plus vous allez devoir rejeter, alors heureusement c'est un peu moins dramatique en islam, mais vous allez devoir fuir loin et rejeter votre environnement de façon très approfondie. Alors vous allez continuer de les aimer parce que ça mange pas de pain, mais vous allez, parce que pour le coup c'est pas des monstres, hein. Enfin c'est pas, si vous voulez, la monstruosité c'est l'islamité qui les emprisonne et qui les enveloppe, mais par contre vous allez devoir espacer, ça va toujours être un peu compliqué, en plus la plupart du temps il ne faudra pas se faire griller, etc. Par ailleurs, vous avez quelque chose aussi que ce camarade ne voit pas du tout dans l'apostasie. Mais en plus, le problème, c'est qu'il y a même des gens à l'extérieur de l'islam qui ont ce handicap, qui ont une très très forte atrophie des récepteurs du féminin. C'est-à-dire ils voient le monde en noir et blanc. C'est comme s'ils avaient fait une overdose de testostérone qui avait balayé les autres composants de l'organisme et ils deviennent des espèces de bestiaux. Et c'est pas agréable. Enfin, c'est pas agréable d'être un bestiau. Et quand on apostasie, on s'aperçoit qu'on était un bestiau. C'est comme la chenille qui devient un papillon. Je ne sais pas si le papillon se rend compte qu'il était une chenille avant, mais quand vous regardez votre propre passé, vous regardez une espèce de bestiau, plein de poils, tout bourru, tout viril, enfin toxique quoi, tout. Et puis vous avez l'impression d'être sorti de ça. Et d'avoir une vue en couleur et surtout vous percevez ce que les gens au quotidien en Occident, on ne sait pas ce que ça fait parce qu'on est habitué, mais vous percevez, vous avez vos récepteurs du féminin guérissent et reviennent partiellement, voire totalement. Et avec le retour des récepteurs du féminin, si vous voulez, on vous y reprendra pas une deuxième fois à les repères. Alors on a des cas très très rares, non mais c'est même pas d'ailleurs, c'est même pas des exceptions à ce que je dis, parce que c'est pas de mecs qui étaient tellement fous amoureux d'une fille après un apostasie, parce qu'il n'y a pas d'amour en islam, donc il tombe ultra amoureux d'une fille en apostasie, puis elle lui fait subir des dingueries, elle le vexe, elle l'humilie, que pour se venger il va se reconvertir, parce qu'il va vouloir, c'est ça la femme en général, etc. Mais de toute façon, il va se suicider d'une certaine manière, il va essayer de s'auto-anesthésier. La conversion à l'islam, c'est simplement un suicide détourné, hein, donc la reconversion après avoir eu et vécu avec des récepteurs du féminin, des récepteurs du beau, BEAU, la transcendance et le bonheur que c'est de voir la partie féminine du monde. Je ne parle pas des femmes, hein, je parle de tout l'aspect féminin du monde. Quand vous avez goûté à ça, si vous voulez, voilà, vous êtes plus occidental qu'un occidental. Sur un occident, moi j'en ai croisé plein sur l'espèce, on a des tas de mecs qui sont, sans être musulmans,
qui ont de gros déficits de récepteurs du féminin et qui n'ont pas eu des vies amoureuses formidables, qui ne voient pas la femme et donc qui la comprennent mal, qui n'ont pas des sexualités ultra transcendantales. Hein, et on le sent. Moi, j'ai croisé des gens qui disent la femme, c'est avant tout une mère. On entend des dingueries qui ressemblent fortement aux toxines islamiques. Et donc, si vous voulez, l'occidental moyen, il est beaucoup moins occidental qu'un apostat. C'est aveuglant pour les gens qui connaissent les deux mondes. J'ai l'impression de croiser des musulmans parfois quand j'entends des gens dire ouais non mais que les femmes travaillent c'est quand même c'est pas rien etc. Ou des gens qui sont contre l'adultère, des gens qui disent ah non mais c'est grave quand même de tromper son mari voilà et c'est pour l'homme on comprend mais la femme normalement c'est pas son truc, ça devrait pas être son truc. Enfin, on entend des trucs qui sont islamiquement signés, qui sont c'est-à-dire c'est des virus partiels d'islam qui contaminent certains soi-disant occidentaux qui ont en fait une forme de déficit de récepteurs et qui ont une tendance à voir la vie en peut-être pas en noir et blanc mais avec un petit peu de marron mais sans plus quoi. Alors après il y a le fait d'être pauvre et riche. C'est pas facile d'être par exemple pauvre, de pas avoir le bon paradigme et de pas s'endurcir. Et quand vous allez vous endurcir, vous allez avoir un peu de blessures comme ça qui vont se mettre sur vous. Enfin, vous allez être blessé par la vie. Vous allez fabriquer de la corne qui peut se traduire par une légère, mais ça n'a rien de commun avec l'islam, hein, mais par une légère destruction des récepteurs du beau, du féminin. Et donc vous allez avoir besoin d'accentuer plus vos capteurs qui se guident avec du fort FORT plutôt que du beau BEAU. Il est vrai que l'accès au beau, même en Occident, l'accès au beau a des conditions matérielles nécessaires qui sont d'avoir du fric, de pouvoir prendre beaucoup de vacances, d'avoir une certaine forme d'intelligence, de pouvoir voyager facilement, d'avoir accès aux grandes villes, etc. Et cet accès, et ensuite à l'intérieur des grandes villes, c'est pas parce que vous allez dans une grande ville que vous avez un accès au beau. Enfin, je veux dire, c'est l'accès au beau est généralement considéré comme un privilège bourgeois par des idéologies gauchistes qui veulent elles-mêmes, de manière sincère, pas seulement de manière tactique, mais elles-mêmes de manière sincère, le combattre et trouve un terrain d'entente avec l'islam. L'islam n'a pas d'accès au beau, c'est un handicap mental. Donc vous avez la contamination à l'islam, vous survivez, jamais vous accédez à la vie. Vous survivez en espérant quelque chose dont vous avez une idée vague qui serait un paradis. Et donc avec une espèce de mépris, un air supérieur, ils vous disent que en Occident, les gens sont plus intéressés par la vie terrestre que par l'au-delà. Mais en fait, c'est tout bêtement qu'ils n'ont pas conscience que ce que eux voient comme le paradis, c'est tout simplement ce que vit l'occidental épanoui et heureux. C'est-à-dire, mais eux, ils n'y ont pas accès. Donc pour eux, ça ne peut être possible que dans l'au-delà. Tomber amoureux, vivre des romances complètement dingues, en Occident, tous ces trucs-là, ça n'existe pas en islam. Vous êtes atrophiés. Alors il y en a qui les vivent, ça rentre en conflit avec leur islam et ils vont balancer entre l'apostasie ou l'abandon de ce bonheur, qu'ils vont considérer comme un péché et qui va leur faire très peur parce que c'est des sensations très fortes. Mais pour ça, il faut qu'ils aient les récepteurs. S'ils les ont perdus, de toute façon, ils ne le ressentiront pas ce bonheur, parce qu'ils n'ont tout simplement pas les récepteurs. C'est entre guillemets pour ça qu'on excise les filles, hein. C'est pour qu'elles n'aient pas les sensations clitoridiennes. Donc qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous avez une alliance de la gauche avec le djihad qui se retrouve sur ces terrains, non pas pour des raisons tactiques de renverser le capitalisme, mais par rejet. Alors l'islam, lui, c'est pour éviter qu'on lui rappelle qu'il est un handicap mental, et puis la gauche, c'est dire, nous n'y avons pas accès. Vous les bourgeois, ok, mais pas nous. Donc on vous tuera, on vous détruira parce que vous partagez pas. Mais comment vous voulez partager le fait de tomber amoureux? Oui, c'est plus facile de tomber amoureux quand on est beau, qu'on sifflote, qu'on prend la vie légèrement. Mais pour ça, c'est vrai qu'on vit dans un monde où, voilà, faut prendre son avion, faut aller à sa salle, mais puis pas seulement. Il y a des codes, il y a tout ça qui fait que vous êtes un bel homme ou une belle femme qui va courir sur la plage, les cheveux au vent, sur une plage d'Ibiza ou de Californie ou bon, c'est pas le top du beau, hein, mais je veux dire, vous avez des moyens financiers à avoir pour accéder à que certaines personnes appelleront du luxe, mais le luxe n'a aucun intérêt en soi, mais c'est simplement des refuges et des codes de reconnaissance pour se donner rendez-vous à des endroits où il n'y aura pas de gens, bon bref. Et si vous voulez, ce truc-là, ça fait une douleur incroyable aux prolétaires qui se disent je ne le connaîtrai jamais dans ma vie. Je n'aurai jamais une tête de surfeur qui conduit une Porsche décapotable et qui se la raconte, je ne serai jamais ceci, je ne serai jamais Brad Pitt. Et si vous voulez, de ce fait, la gauche va donc s'aigrir, va donc importer une aigreur en disant nous n'y avons pas droit, vous n'y aurez pas droit non plus. C'est aussi simple que ça, et c'est comme ça qu'il s'allie. C'est-à-dire
Ils disent débrouillez-vous pour qu'on y ait accès aussi, enfin pour ce qui est de la gauche, je ne parle pas de l'islam, débrouillez-vous pour qu'on y ait accès aussi, sinon on va vous faire la guerre. Ne croyez pas que vous allez... Et elle rajoute, la gauche, si vous voulez, vous faites ça sur notre dos. Alors en fait c'est faux, non, parce que être beau, bourgeois, bref, tout ce que ça sous-entend, qui est d'ailleurs, mon discours, je suis conscient qu'il est désagréable, mais c'est pour fixer les choses, pour fixer les images, c'est pas prendre quelque chose à quelqu'un. Vous n'êtes pas beau au détriment de votre voisin. Mais voilà, en fait, il voit pas... la gauche, ils disent que c'est le fric qui donne tout, non, le fric ne donne pas la gueule de... Enfin, ça aide, tu peux faire, voilà, mais... Ta gueule, t'en changes pas trop au cours de la vie, tu vas pas devenir... Enfin bref, il y a des... Je vais pas... De toute façon, vous avez tous, je pense qu'on comprend, enfin en tout cas les Occidentaux comprennent ça. Bon, l'islam, non, il peut pas comprendre puisqu'il est autiste, il n'a pas les récepteurs. Mais cet accès au beau est un truc qui est disputé par pas seulement l'islam, mais par aussi les moches, les pauvres. Alors les pauvres beaux ont une forme d'empathie à l'égard des riches beaux, puisqu'ils vont plus que se jalouser sur le plan matériel, mais dans les moches, il faut se rappeler, ça c'est important, vous avez quasiment tous les mâles M-A-L-E-S de la planète. Pourquoi? Parce que le déséquilibre des sociétés humaines a conduit l'homme à se penser, le chef, et en se pensant le chef, il a oublié qu'il devenait très moche. Et donc même on entend énormément de mâles dire ouais mais la femme elle recherche pas la beauté, elle recherche l'intelligence, la force, le fric, elle veut quelqu'un qui tienne la route, la beauté c'est secondaire. Tout ça c'est des inventions de mecs pour se rassurer d'être moche, hein. Faut quand même s'en rappeler. Ça a rien, ça correspond à aucune réalité. Une adolescente, une jeune femme qui n'a pas été dressée au système, vous lui ferez pas faire l'amour avec Jacques Villeray même s'il est milliardaire, vous lui ferez faire l'amour avec Brad Pitt bien volontiers, et encore avec l'équivalent jeune aujourd'hui de Brad Pitt, et elles vont poster des TikTok de scènes d'amour au sens noble, hein, c'est-à-dire des belles photos, des photos d'artistes ou des vidéos d'artistes. Je peux vous dire que les mecs qui sont sur les vidéos, c'est pas Jacques Villeray, c'est pas Coluche, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas Bernard Cazeneuve quoi, c'est pas Patrick Sébastien. Voilà, c'est pas, bref, voilà, j'ai tout dit, j'espère. L'apostasie de l'islam, c'est avant tout, comme dans, je sais plus si c'est quoi le film, ça devait être Bienvenue à Gattaca, faudrait que je regarde le synopsis. Il y a un film où on fait croire à des gens qui sont enfermés dans une espèce de grande usine, en fait ils le savent pas mais ils sont des clones. Voilà, mais ils le savent pas. Et donc ils sont enfermés dans une grande usine et ils sont et la seule chose à laquelle ils servent, c'est que si les originaux qui vivent dehors ont un jour besoin de remplacer un poumon, un rein, etc., c'est à ça qu'ils serviront. Alors régulièrement on en convoque et on leur fait croire qu'ils s'en vont sur une autre planète, je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, ils passent dans une machine qui les tue puis qui les découpe pour les organes. Et puis il y en a 2 ou 3 qui s'échappent et ils découvrent que le monde extérieur existe. C'est ça l'apostasie. Donc c'est complètement ridicule d'enfermer l'apostat dans cette industrie alors qu'il en est sorti, et alors même que vous avez des tas de gens qui traînent la savate en Occident qui c'est pas dit qu'ils en soient sortis, même s'ils n'ont pas les idées claires.